Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur les apartés. Donc cet aparté un peu spécial sur les labs. On va vous laisser découvrir les invités. Marine va pouvoir vous les présenter. Donc ces labs s'inscrivent dans le cadre de l'étape Espace de travail pour les agents publics, tiers-lieu d'innovation publique et de coworking et de créativité. Voilà, c'est un lieu qui est né de l'initiative de la préfecture de région d'Île-de-France et qui regroupe tous les agents d'Île-de-France. Donc, tous les agents peuvent venir travailler, faire des rencontres, de nouveaux projets. Enfin, c'est un lieu d'ouverture avant tout. Donc, voilà, les apartés sont nés de ça, tous les vendredis à 11 heures comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, le thème, ce sont les labs. Marine, je te laisse introduire Nadège et Camille. Merci beaucoup, Raël. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. On est ravis de vous accueillir ce matin. Et effectivement, comme le disait Khaled, on est particulièrement content d'aborder cette thématique des laboratoires d'innovation publique aujourd'hui, simplement parce que la préfecture de la région Île-de-France a son propre lab qui s'appelle la Fabrique RH, que j'ai la chance d'animer. Mais du coup, on est d'autant plus intéressé toujours par cette thématique. Et c'est vrai que finalement, on sent un mouvement. Je ne sais pas si les participants qui nous entourent ce matin le constatent également, mais de multiplication de ce genre d'espace dans les structures publiques pour essayer d'imaginer, de penser, de concevoir les politiques publiques et les services un petit peu autrement. Et on se disait que après presque une bonne dizaine d'années pour les labs les plus anciens et quelques mois seulement pour ceux qui viennent de se créer, ça pouvait être intéressant de pousser un petit peu la porte de ces laboratoires d'innovation publique, d'interroger un peu le rôle qu'ils ont dans une organisation, de savoir un petit peu les enjeux et les défis auxquels ils font face, notamment en termes de transformation publique, mais pas que, puisqu'on s'interrogeait évidemment sur le rôle qu'ils ont pu jouer dans le cadre de cette crise sanitaire. Alors, pour discuter avec nous et avec vous tous et toutes de cette thématique, nous avons la chance d'accueillir ce matin Nadège Guiraud, qui est directrice des programmes et des projets à la 27e région. Bonjour Nadège. Bonjour. Et Camille Rouge, qui est chef de projet à la direction interministérielle de la transformation publique, la DITP. Bonjour Camille. Bonjour à tous. On vous propose une première partie. On va essayer de poser un petit peu le cadre de la discussion. L'idée, c'est évidemment que ce soit très interactif. Donc, surtout, n'hésitez pas à réagir, soit par des interrogations, des étonnements ou du partage d'expériences. L'idée, c'est qu'on puisse aussi s'enrichir collectivement. Et du coup, peut-être pour lancer la discussion, la première question qui nous vient un peu à l'esprit, c'est finalement, qu'est-ce que ces laboratoires d'innovation publique? J'imagine qu'il y a des formes qui peuvent être un peu différentes. Est-ce qu'on a une définition? À quelle définition ils peuvent répondre finalement? Nadège, peut-être pour commencer? Oui, je veux bien. Merci. Je vais vous partager un peu notre définition à la 27e région et puis ce sera intéressant d'en discuter après si vous le souhaitez. Comme tu l'as dit, Marine, il se multiplient ces labos dans les collectivités, les administrations, les services de l'État. Ces dernières années, ils se sont multipliés. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a un effet de mode autour des labos. Et donc, c'est effectivement important de s'accorder sur ce qu'on met derrière le terme labo, au risque sinon de complètement dénaturer et faire perdre la force et le potentiel de ces entités. Nous, à la 27e région, pour nous, un labo d'innovation publique, c'est un organe interne de l'administration qui conduit ou accompagne des projets d'innovation et qui, pour mener ces projets d'innovation, mobilise une ingénierie, donc des méthodologies, des outils et une équipe dédiée. Alors, une équipe dédiée ne veut pas dire une équipe permanente à 100%, mais en tous les cas, des agents dont c'est la fiche de poste. Enfin, qui ont sur leur fiche de poste du temps pour le labo, pour être plus précise. Et puis, dernière chose qui nous semble importante à la 27e région, c'est que ces labos d'innovation publique, ils portent une vision et un positionnement, je vais dire un gros mot, politique
sur l'innovation publique. Ils ont une visée transformatrice. Alors après, ça peut se traduire, et ce positionnement, il peut différer d'un labo à un autre, hein. En fait, finalement, le labo, c'est un véhicule, hein, c'est un moyen, et le positionnement, c'est la destination, c'est la finalité. Et là, je pense qu'il y a pas mal de finalités ou de positionnements différents. Marine, tu l'as évoqué, concevoir des politiques publiques, mieux concevoir des politiques publiques, mais pour certains labos, ça va être innover dans les collaborations avec les acteurs du territoire, par exemple, s'ouvrir, travailler davantage et imaginer des nouvelles coopérations avec le secteur privé ou le secteur des startups notamment. Il y a d'autres labos qui vont avoir un positionnement plus prospectif, qui vont réfléchir au futur de l'action publique ou du territoire à 10, 20 ou 50 ans. Enfin voilà, c'est important en tous les cas de rappeler que le labo n'est pas la finalité, mais le véhicule. Est-ce que vous voulez que je vous partage une petite carte que j'ai trouvée avant de te passer la main ou la parole plutôt, Camille. Alors attends, je vais essayer de la trouver rapidement et je ne la trouve pas. Bah, peut-être Camille, vas-y, et puis pendant ce temps-là, je cherche ma carte. Ok. En complément de ce qu'a dit Nadège, je dirais qu'effectivement, un lab se caractérise avant tout par, pour moi, posture et démarche plus qu'un lieu ou une seule méthode. C'est vraiment la posture d'être dans l'autorisation, le droit à l'erreur aussi, essayer de faire par d'autres méthodes et de s'autoriser à tester des choses. Ça, je pense que c'est très important et ça peut changer voilà, par rapport à ce qu'on vit dans d'autres espaces dans l'administration. C'est sur la démarche, adopter des démarches où on part vraiment de l'usage. Il y a cette expression qui était employée par un lab qui parlait de maîtrise d'usage, je trouvais ça pas mal trouvé. Voilà, on part de l'usage, des attentes du citoyen, de l'usager par rapport à la politique publique. On se place dans ce sens-là et on s'autorise ensuite à expérimenter, à tester et dans un esprit aussi de décloisonnement. C'est ça qui est très intéressant et c'est ce qui était dit sur la fabrique RH, c'est ouvert à beaucoup d'acteurs et souvent ces labs ont des gouvernances qui peuvent dépasser leur propre administration et ça c'est aussi très très riche. Donc voilà ce que je dirais. Et après effectivement comme dit Nadège, le positionnement peut être un peu différent suivant les labs. Certains vont avoir un positionnement plus prospectif, donc d'autres tournés vers des sujets un peu plus internes. Voilà, on peut avoir pas mal de choses après et beaucoup de types de labs très différents. Voilà, on pourra discuter, mais je dirais un petit peu l'essentiel pour moi, c'est ça. Je ne sais pas si entre-temps, Nadège a retrouvé ça. Et oui, je l'ai trouvé. Est-ce que vous le voyez? Oui. On nous pose souvent la question, est-ce qu'il y a une carte des labos? Alors déjà, pour un phénomène qui est aussi mouvant et justement avec l'engouement qu'il y a autour des labos, je pense qu'il doit se créer des labos en France, je ne sais pas, mais au moins 1 ou 2 par mois dans différentes administrations. Je n'ai pas fait le compte, mais je pense qu'on ne doit pas être loin de ça. Donc forcément, une carte, elle est caduque 3 mois après l'avoir sortie. Mais c'était pour vous montrer, pour vous donner un petit peu une idée, puis pour vous montrer des tentatives de cartographie. Ça, c'était une carte qui avait été publiée en 2016. Donc autant vous dire qu'elle date dans le cadre d'un projet européen. Et donc, c'était une carte sur les labos de politique publique en Europe qui avait été commandée par le Joint Research Center de la Commission européenne. Et où ils avaient, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'ils avaient, vous avez vu, il y a une légende. Là, ils avaient eu une entrée sur le niveau de... Enfin, l'échelon administratif ou territorial auquel le labo était rattaché. Mais après, c'est encore plus intéressant d'aller dans plus de finesse et de les cartographier aussi en fonction d'autres critères. Et puis, il y avait eu c'était quand ?
en mars-avril 2019 un dossier spécial d'acteurs publics sur les labos, donc c'est plus récent. Et ils avaient fait 60 portraits de labos français, là pour le coup, dont j'imagine la fabrique RH et à peu près, je suis sûre qu'il y avait les 12 labos d'innovation territoriale issus du programme PIA. Il y avait aussi des labos que nous, on connaît. J'ai oublié de vous dire qu'à la 27e région, on a eu un programme qui vient de se terminer, qui s'appelle la Transfo, et où on a expérimenté et préfiguré et accompagné 11 collectivités dans la création de leurs labos d'innovation territoriale, des régions et des villes et des métropoles. Et donc, il y en avait certaines d'entre elles qui étaient recensées dans le numéro d'acteurs publics. Voilà. Je te repasse la parole du coup. Oui, Marie. super. Merci beaucoup Nadège et Camille. On sent que du coup, ça peut avoir des formes et des couleurs un petit peu différentes, voire même des noms, parce que finalement, il y a peut-être des structures, des espaces qui ne s'appellent pas lab et qui se ne définissent pas comme des labs, qui pourtant en sont et qui portent les valeurs dont tu parlais, Camille. Du coup, l'idée, c'est peut-être d'avoir un petit peu maintenant ce recul sur certains labs donc, qui existent depuis 10 ans. Pour les labs d'innovation territoriale, on est plutôt sur 4 ans, mais on n'est pas encore dans une phase de maturité, mais on commence à avoir un petit peu de recul. Quel est le bilan que vous tirez-vous de l'action de ces laboratoires d'innovation publique? Est-ce qu'on a un état des lieux qui permet un peu de mesurer l'impact qu'ils ont pu avoir? Comment ça se caractérise? Alors, moi, je peux réagir à ça. Effectivement, ce qu'on a pu voir, c'est que depuis les premiers labs, Nadège, corrige-moi, mais qui pour moi, on remonte à peu près à une décennie, voire une quinzaine d'années, puis on a des représentants, parce que je crois que Natacha Crinier et là, et ça faisait partie, voilà, la région Sud fait partie des premières administrations à s'être dotées d'un lab. Et le programme de la Transfo doit remonter aussi à peu près à une dizaine d'années. 2011, voilà. Le début. Je pense que c'était vraiment effectivement le début, et depuis 4 ans à peu près, il y a eu, ça s'est progressivement, je dirais que le développement a été assez exponentiel, au point que, comme disait Nadège, on a maintenant tous les mois, tous les 2 mois, des labs qui se créent. En tout cas, on voit au niveau de la DITP qu'on est assez souvent sollicité par des administrations qui réfléchissent à créer un lab, etc. Donc déjà, il y a une espèce de mode, ou en tout cas une volonté de déployer de plus en plus de labs. Ça, c'est une première chose. Après, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu certaines réalisations de labs, alors qui peuvent toucher à des solutions, des objets de politique publique qui ont pu être conçus. Je pense aussi à la participation à des objets, à des services publics. Pour donner un peu d'exemple, je pense à plusieurs travaux qui ont été faits sur les maisons de France Service en Occitanie et en Bretagne. Je pense à pas mal de travaux aussi qui ont été faits sur plusieurs labs autour de tout ce qui est dématérialisation, parce que la dématérialisation, ce n'est pas que le numérique, ça s'accompagne aussi de travaux autour de l'inclusion numérique. Donc, il y a plusieurs laboratoires qui ont fait ça. Et encore une fois, je pense à la Bretagne parce qu'ils ont fait de la recherche-action sur ces sujets. Quand je parlais d'objets aussi, je pense à la fabrique RH qui, avec le lab Architel, a travaillé autour d'outils comme l'application sur le stade de la réussite pour les agents publics. Donc, on peut mesurer certaines réalisations concrètes, et il y en aura sans doute plein d'autres à donner. Et après, il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer, comme ce que ça peut produire en termes de changement culturel auprès des agents, en termes de décloisonnement aussi. Ça, on peut le voir. Je pense à un lab comme le SILAB en Hauts-de-France, qui est très ouvert à beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est un impact qui est difficile à mesurer ou quantifier, mais réussir à réunir autour de la table des acteurs très variés, on sait que c'est quand même une grande richesse aussi pour la façon dont on peut réfléchir à des politiques publiques. Donc voilà, dans un premier temps. Mais la question de la mesure de l'impact est un gros sujet, effectivement. Ouais, c'est un vrai sujet, une vraie question qu'on se pose tous sans pour l'instant arriver à y répondre et à s'organiser pour y répondre.
Je pense que la difficulté, elle est que… alors, qu'est-ce qu'ils ont produit, les labos? Ils ont produit beaucoup de projets. Donc ça, c'est assez, j'allais dire, c'est relativement facile à appréhender et on peut facilement faire le bilan en matière de projet des labos. Ce qui est plus difficile à mesurer, c'est la transformation de la culture de l'administration, la transformation des pratiques des agents et donc la transformation plus en profondeur, on va dire, de l'action publique. Ça, c'est évidemment impossible à mesurer quantitativement et ça nécessiterait un travail de recherche, mais qui serait vraiment intéressant, approfondi. Nous, ce qu'on constate, c'est que ça a au moins autant et certainement même plus d'impact sur la transformation du travail et des pratiques des agents et les trajectoires et les trajectoires professionnelles des agents embarqués dans ces démarches-là, que sur la transformation de l'organisation elle-même, qui est forcément plus lourde, qui prend plus de temps, qui est aussi plus, on va dire, plus sujette ou fragile face aux changements brutaux d'exécutif ou de direction générale. Et il peut y avoir des retours en arrière. Ce sera peut-être intéressant que des anciens labos, enfin des labos, on va dire, qui ont un peu de bouteille. Je pense à toi, Natacha, vous nous racontiez comment vous avez passé ces étapes et tout ça. Mais en tous les cas, sur l'impact sur les pratiques des agents et sur les trajectoires professionnelles, ça, c'est indéniable. On commence à avoir des trajectoires d'agents qui passent d'une collectivité à une autre pour développer des démarches d'innovation et du coup, quelque part un peu essaimer entre collectivités sur ces méthodes et ces manières de faire. Oui, je pense qu'on l'a vu récemment dans les services déconcentrés de l'État entre les Hauts-de-France et la Bretagne tout récemment. Natacha, justement, nous partage dans le chat un très bel ouvrage collaboratif auquel on a eu la chance de pouvoir participer aussi, le Lab des Labs, qui a été un peu piloté par Co-Design It. Estelle nous demandait dans le chat, est-ce que vous avez identifié une taille critique ou une taille minimale pour qu'on puisse parler vraiment de laboratoire d'innovation publique, une taille critique à partir de laquelle voilà, on peut vraiment avoir un impact et que les choses fonctionnent. Est-ce que c'est des choses que vous avez ou finalement, même avec une personne, il y a de très belles choses qui peuvent se faire Bah, moi, je pense que effectivement, on connaît tous des labos animés par une personne et qui font des choses très bien. Je pense qu'on a tous les mêmes noms en tête. Du coup, ça dépend beaucoup de la personne quand même. Peut-être un peu trop de la personne, hein, et du coup avec quand même le risque que la personne étant humaine, elle s'épuise et qu'au bout de quelques années, elle ait envie de passer à autre chose, hein. Donc la taille critique, je pense que c'est plus pour ce qui concerne la pérennité, la durabilité et la capacité d'essaimage dans l'organisation. Parce qu'une personne toute seule qui peut mobiliser des expertises extérieures, des appuis, mobiliser des prestats notamment, va pouvoir mener plein de très chouettes projets. Mais au bout d'un moment, effectivement, elle risque de s'épuiser. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai sujet, et j'anticipe sur la discussion autour des défis et des enjeux, sur les moyens qu'on donne à ces labos, quoi. Heu, avoir l'illusion de prétendre créer un labo sans lui donner un minimum de moyens et notamment de moyens humains, on est vraiment dans de l'innovation washing, quoi. On n'est plus dans une volonté réelle de transformation et d'action dans la durée, quoi. Ouais, non, j'ai bien. Enfin, en fait, j'avais compris. Alors peut-être que je me suis trompée au tout début quand j'ai eu la question, je l'ai compris un peu différemment. Ah.
je l'ai compris aussi, et je ne sais pas si c'était, ou ça peut être, parce que c'est un autre sujet intéressant, sur le côté taille critique par rapport à l'organisation. Estelle, est-ce que oui, je viens d'ouvrir le micro, je ne sais pas où est la main, pardon. Non, mais ça peut être votre main ici. Oui, pardon. En fait, oui, c'est un peu tout ça. Et en fait, la question derrière, c'est parce que comme vous l'avez dit, on peut très vite avoir des labos qui ne sont finalement que des noms. Donc, en fait, la question, elle est peut-être un peu plus globale et peut-être trop, je ne sais pas. Mais en fait, quels seraient, selon vous, en fait, les critères qui feraient que vraiment on est dans ce qu'on peut appeler un laboratoire, quoi? Alors, j'entends, il y a la question des moyens. Et alors, ce serait intéressant d'avoir le point de vue pardon, j'ai oublié votre prénom, de Camille, du coup, sur l'interprétation, la reformulation de ma question, du coup. Non, parce que moi, ce que j'avais compris, parce que c'est aussi un autre sujet, je partage ce qu'a dit Nadège sur la question des personnes qui doivent être qui sont liées au lab, et effectivement, il faut des moyens humains, ça repose avant tout sur ça. Mais il y a aussi un sujet, effectivement, de quelle est la taille critique d'une organisation pour avoir un lab, au sens où on l'évoquait un peu au début, il y a différents modes de gouvernance, il y a des labs qui sont parfois rattachés à une seule organisation, parfois à plusieurs, et c'est vrai que ça aussi, c'est un sujet. Je ne sais pas s'il y a forcément une taille idéale, mais on constate quand même, à voir si c'est partagé, mais que c'est assez intéressant d'avoir des labs qui vont rayonner sur une organisation plutôt grosse, voire plusieurs, parce que je pense justement, et c'est souvent au Lab Bretagne qu'on a déjà cité, mais qui est en gouvernance partagée État-région, et ce qui lui permet d'être vraiment sur des sujets de politique publique, qui s'intéresse aux citoyens et pas à savoir si c'est la gestion interne des administrations, et ça permet, je pense, d'aller plus loin dans les réflexions, et c'est, je pense, assez riche. Donc moi je dirais que c'est cette question aussi de la taille critique, avant peut-être de créer son lab, de se dire aussi, est-ce qu'il n'y a pas une organisation proche de moi qui en a un, et est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser des choses? Je pense que c'est aussi une démarche quand même qui est assez intéressante. Ouais, tout à fait. Moi aussi, j'avais un peu compris la même chose de la question. En fait, j'avais compris, est-ce que, avec nous, notre point de vue collectivité, est-ce que, genre des toutes petites collectivités peuvent se doter d'un labo? Et je pense que faut, pour être très honnête, c'est quand même la réflexion sur les labos, c'est quand même une histoire de riches, j'allais dire, en tous les cas, de grandes collectivités un peu dotées, et qui ont notamment justement des moyens humains, ne serait-ce que au niveau de la réflexion stratégique, pour être en capacité de se poser ces questions-là. Des plus petites collectivités où l'administration, où il y a très peu de cadres ou de chargés de mission, et que l'administration, elle est vraiment très opérationnelle, de facto, c'est quand même plus compliqué d'arriver à ces réflexions-là, et à se poser les questions de ces organisations-là. Mais pour autant, on a pu, nous, observer des formes de labos, alors pas forcément de labos inscrits dans la durée, dans l'organigramme, etc., mais des formes de labos plus éphémères, plus liées à un projet de territoire, par exemple. Donc des réflexions, mais moi que je qualifierais de labos, parce que avec cette dimension d'expérimentation forte, avec des moyens qui sont mobilisés pendant un temps de plusieurs mois, voire plusieurs années. Je pense notamment à une expérience super intéressante qui s'était faite à l'échelle d'un pays dans la Creuse, le pays Combrailles en Marche, hein, où il y avait eu un accompagnement d'une agence du design qui s'appelait à l'époque Plosipossible, qui s'appelle maintenant Vraiment Vraiment. Et cette petite collectivité, elle avait fait un travail formidable. Et moi, je qualifierais ça de labo, le travail qu'ils avaient fait à l'époque. Et ce qui est marrant, c'est de voir que la personne qui avait impulsé cette démarche au pays, elle est devenue consultante, et elle accompagne la création de labos. Elle a accompagné la création du labo de la Creuse. Donc, comme quoi, encore l'histoire des trajectoires. Mais tout ça pour dire qu'il peut y avoir aussi d'autres formes de labos plus légères et plus éphémères à des niveaux de collectivité plus petites. Et après, effectivement, Natacha a donné l'exemple qui nous fait tous des étoiles dans les yeux, du labo de l'Occitanie, où ils sont 20 personnes, ce qui, en France, est et ce qui leur donne une force de frappe sans commune mesure avec beaucoup d'autres labos. Oui, avec un vrai portage politique, une présidente qui les soutient énormément, un DGS
voilà, qui vient des Pays de la Loire, je crois. Ouais. Voilà, et un directeur de l'innovation, donc toute une équipe, voilà, c'est autre chose, quoi. Mais à deux, on fait déjà des choses, à deux et demi, on fait déjà des choses très, très sympas. Et puis depuis longtemps. C'est ça, on a traversé voilà, les changements de mandature. Ça pourrait peut-être être un retour d'expérience intéressant en deuxième partie, Natacha, si vous acceptez de le partager. Peut-être juste avant ça, ça a été un petit peu abordé en filigrane dans vos deux interventions, Nadège et Camille. Quels enjeux, quels enjeux font face les laboratoires d'innovation publique en ce moment? Quels sont un peu leurs défis? On a vécu une année qui était particulièrement extraordinaire au sens littéral du terme. Donc, c'est une question qui nous a un petit peu titillé aussi. L'idée, c'est pas de voir les enjeux des labs qu'à travers cette crise-là, mais voilà, la question s'est posée en tout cas chez nous à la Fabrique RH. Est-ce que la crise sanitaire a été le révélateur de quelque chose ou pas du tout? Quel est votre avis, votre opinion là sur le sujet? Je pense qu'elle a été le révélateur d'un des enjeux auxquels sont confrontés pas mal de labos aujourd'hui, qui est celui de leur positionnement stratégique au sein de l'organisation ou de leur manque de positionnement stratégique. Parce que moi, j'ai quand même l'impression, et Camille, tu pourras aussi en parler avec la vision plus labo d'État, que les labos d'innovation des collectivités ont été relativement peu associés à la gestion de la crise, ou alors sous un angle assez limité pour accompagner la mise en place du télétravail et la prise en main des outils numériques et donner quelques conseils, par exemple pour animer des temps collectifs. Mais peu d'entre eux dans les cellules de gestion de crise, peu d'entre eux pour mettre en place des nouveaux dispositifs pendant la crise. Et nous, on le regrette beaucoup, évidemment. Et pour nous, ça raconte quand même quelque chose du positionnement aujourd'hui et de la place qu'on fait à ces labos dans les organisations. Comment on leur donne vraiment un rôle pour influencer la nature et le sens des politiques publiques et les décisions, y compris dans des temps de crise, quoi. Camille, à l'échelle de l'État, comment tu vois ça? Ouais, je partage assez. Après, je dirais que la gestion de la crise a été assez centralisée de manière générale et que ça dépasse aussi un peu la question des labos. Mais effectivement, on n'a pas eu de labos qui sont servis de centre de crise ou autres, mais ils ont pu être effectivement en accompagnement et outillage des agents sur les questions de télétravail. Donc, ça a été quand même ce point-là. Et puis après, je dirais que c'est peut-être plus au-delà de l'administration qu'ils ont su se mobiliser et proposer des choses. Je pense à des actions qui ont été faites en Occitanie par le Lab d'État avec l'écosystème de start-up en fait, pour développer des outils numériques utiles sur la remontée d'infos, sur les productions de masques, etc. Je pense aussi à la Bretagne où le labo a travaillé avec les mouvements Maker et Fab Lab, etc. Donc finalement, c'est presque plus en externe. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de mobilisation, enfin, je dirais, de l'écosystème qui s'est retrouvé via notamment l'initiative du CNFPT de riposte territoriale, où il y a eu aussi, il y avait beaucoup d'échanges, etc., et de réflexions. Donc, c'est vrai qu'il y avait un peu ce paradoxe où les gens étaient plutôt très mobilisés, les labos avaient vraiment l'envie de faire, et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas été sur le nœud de la crise, mais ils ont apporté comme ils pouvaient au maximum des choses, mais ça pose bien effectivement les défis pour la suite de leur positionnement stratégique. Ouais.
Justement, pour faire le pont du coup avec cette question stratégique, Benoît nous pose la question dans le chat, mais s'il veut la relayer à l'oral, qu'il n'hésite pas à utiliser son micro. Il nous demande, est-ce que les labos voient plutôt le jour grâce à une intention stratégique, donc portée politiquement, ou est-ce que les labos peuvent aussi naître de manière frugale, donc de l'ambition d'un service, peut-être aussi de l'ambition d'une seule personne, je ne sais pas. Et dans ce cas-là, sur ces deuxièmes types de lab, comment s'assurer à la fois de la réussite et de la pérennité de ce type de structure? Moi, j'ai l'impression que la plupart de ceux qui voient le jour aujourd'hui, c'est une commande. Parfois, d'ailleurs, sans trop savoir de la part de ceux qui font la commande, justement, trop avoir réfléchi sur ce qu'est un labo, mais plus pour faire comme les voisins. Oui, ça arrive. Je pense qu'un labo peut naître de l'ambition d'un service, par exemple. Oui, j'imagine que ça peut se faire et que ça a pu se faire. Ça va peut-être quand même poser la question là aussi de son inscription dans la durée, des moyens dont il dispose, voire de l'autorisation qu'il a, puisque les labos, c'est des démarches et des méthodologies d'enquête sur le terrain, de co-construction, d'expérimentation, sans portage ou sans autorisation de la hiérarchie. On sait que c'est compliqué dans une administration d'aller parler à des usagers, et ça paraît dingue, mais c'est une réalité, d'aller expérimenter des choses, donc ça me semble quand même un peu compliqué de lancer et de maintenir une démarche labo sans avoir un minimum de portage de la hiérarchie, qui n'est pas forcément la direction générale, mais qui est au minimum une direction au-dessus, quoi. Ouais, pour le coup, je n'ai Tu rien souscris. ajouté par Florian nous pose aussi une question dans le chat, mais surtout, n'hésitez pas à prendre la parole. Je ne sais pas si, Florian, tu peux déverrouiller ton micro et la poser à l'oral. Ce sera encore plus interactif. Comme ça évite que je déforme vos propos. Avec plaisir. Vous avez parlé un petit peu avant dans le webinaire d'un laboratoire transverse entre différents échelons. C'était région et métropole, c'est ça? Ouais. Donc, est-ce que c'est courant? Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est seulement en Bretagne ou est-ce qu'il y en a d'autres en France? Et ensuite, est-ce que c'est souhaitable, par exemple, par rapport aux différentes petites guerres qui peuvent y avoir, politiques, entre différents échelons, et en même temps, par rapport aux compétences différentes, est-ce que ça peut être un centre globalisé ou est-ce que c'est mieux d'avoir deux laboratoires différents qui, dans deux lieux différents avec un portage politique pour chacun? Voilà. Il y en a d'autres, notamment Nouvelle-Aquitaine aussi, qui est partagée entre la préfecture. Il y a un département et conseil régional et Dréal aussi. Et je pense qu'on a sans doute d'autres encore. Il n'y a pas forcément de bonne réponse. Enfin, je pense que c'est intéressant au sens où le citoyen, l'usager, en fait, il s'en fiche de nos silos administratifs et c'est pas voilà ce qui est important quand on construit une politique publique, je pense, si on part justement vraiment de cet usager. Après, comme tout partenariat, il faut voir sur quoi il est basé, comment le partenariat est construit. En fait, faut bien le construire, il faut poser des bonnes bases pour qu'effectivement les changements politiques ou autres ne viennent pas altérer et mettre fin au partenariat ou bloquer l'action du lab. Donc, ouais, je dirais plutôt oui, mais pas n'importe, bien défini quand même. Après, Benoît, il raconte il a su s'en servir de cette double tutelle. Il a su s'en servir aussi pour donner une certaine autonomie au labo, en fait. Et ça, c'est intéressant. Oui, c'est vrai, mais du coup, c'est vrai qu'il y a des sujets aussi, je vois, notamment sur les questions de moyens, puisque quand on met en place un partenariat, que chacun doit mettre autant, ça peut poser des questions. Il faut tout équilibrer aussi, autant de sujets État que de sujets région. Enfin, voilà, il faut voir comment c'est. Il faut que dans la définition, le partenariat soit bien défini et que ce soit des choses aussi bien faisables derrière. D'accord, merci.
J'en profite pour vous relayer aussi la question de Mathilde qui, pour le coup, n'a pas de micro, donc qui n'a pas la chance de pouvoir la poser en direct. Elle vous demande, à la fois pour la 27e région et pour la DITP, quels sont les projets communs ou les modes de collaboration que vous avez chacune à l'échelle de votre institution, après la fin du programme Transfo pour la 27e région ou après l'accompagnement de la mise en place de labos pour la DITP. Comment s'organisent ces relations avec les labs que vous avez commencé à accompagner? Alors nous, à la 27e région, c'est vrai qu'on met fin à la Transfo, mais la plupart de ces labos dont on a accompagné la création sont dans des collectivités qui ont adhéré à la 27e région, qui sont donc adhérentes, membres de la 27e région, donc avec lesquelles on a des liens très réguliers et continus et qu'on est susceptible d'embarquer sur d'autres programmes. D'ailleurs, je partageais en tout début de discussion une enquête qu'on a menée sur les transformations observées pendant la crise, pendant le premier confinement. Et c'est une enquête qu'on a menée avec pas mal de ces labos, avec plusieurs d'entre eux. Donc, on a des coopérations permanentes en fait et continues avec elles. Et le sujet labo, même si on met fin à la Transfo, est un sujet qui continue à nous intéresser et qu'on va continuer à travailler sous d'autres formes, notamment dans les échanges. On fait partie de réseaux internationaux qui s'intéressent beaucoup à ces sujets-là, et donc il ne va pas disparaître de nos radars. Juste d'abord une réponse de la DITP peut-être, parce que je sais qu'en plus, le mois de l'innovation publique s'est soldé par quelques annonces, donc ça va peut-être intéresser Mathilde. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est très important de créer du lien et du commun entre les différents labos, surtout qu'on sait qu'ils travaillent et se retrouvent souvent à travailler sur des sujets assez communs. Donc, je dirais en premier lieu, il y a cette animation un peu opérationnelle aussi, de se mettre en lien et de pouvoir partager. Et ça se fait, je dirais, relativement naturellement, parce que c'est quand même la démarche et la façon de travailler des labos est très ouverte. Mais ça, c'est vraiment s'assurer et renforcer ça au maximum. Et effectivement, et c'est ce qu'on veut faire et ce qu'on a marqué à la fin de ce mois de l'innovation publique à travers les prises de parole de la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie Montchalin, c'est que voilà, la DITP travaille de manière générale sur les sujets de transformation publique et qu'il n'y a pas de raison que l'action des laboratoires d'innovation reste, je dirais, isolée entre les acteurs d'innovation et qu'elles ne viennent pas irriguer et participer pleinement au programme de transformation publique. Il y a vraiment des liens, une articulation à faire. Et donc, effectivement, voilà, c'est en ce sens que Amélie Montchalin a affirmé vouloir renforcer l'aide, à la fois renforcer les laboratoires, mais aussi de mieux les positionner stratégiquement sur ces grands sujets de transformation publique. Alors, il y avait Benjamin et Khaled qui ont levé la main. Benjamin, pour commencer peut-être, et Khaled ensuite. Posez vos questions. Oui, qu'est-ce qui prédestine l'installation ou le positionnement d'un labo? Alors, ma question est double, notamment sur la question de l'évaluation d'un projet de territoire ou d'une politique publique, question de savoir un petit peu ce qu'il y a à mettre en place ou en préalable. Et c'est la question du partenariat et de la superposition par rapport à l'existant. Je prends un exemple. Quand j'étais anciennement responsable de Maison des Solidarités, on a eu, dans le cadre du plan pauvreté, l'installation d'un comité de pilotage sur l'accès aux droits. On avait tous les partenaires d'un territoire réunis pour travailler ce sujet-là. En quoi, et après on a mis en place des conférences territoriales avec tous les acteurs, vraiment CPM, CAF, l'ensemble des CCAS. Ma question, la région aussi. Bref, la question, c'est là, je vois aussi sur la santé, on voit les ARS, les contrats locaux de santé, c'est à quel endroit pour que le rouage soit le plus, entre guillemets, parfait possible? À quel endroit? À quel endroit? L'endroit où il y a du portage, je pense. Là, du coup, l'endroit où potentiellement il peut y avoir des moyens, l'autorisation, la permission de faire différemment dont je parlais tout à l'heure.
Nous, les labos dont on a accompagné la création sont en général placés au niveau de la direction générale. L'intérêt, c'est que ça leur donne aussi un positionnement transversal et une capacité à intervenir sur des sujets très, très divers, mais on connaît des labos qui sont positionnés au sein de directions et des labos thématiques, donc ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi, j'aurais tendance à dire que le positionnement transversal, il est intéressant. Et après, là où il y a des envies, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'essayer d'implanter un labo dans une direction où le directeur n'y croit pas du tout, où les équipes sont complètement démotivées ou débordées, enfin les deux, c'est risqué d'aller à l'échec et perdre beaucoup d'énergie peut-être pour... donc voilà, le conseil, ce serait d'aller d'abord chercher les alliés, d'abord de commencer là où il y a un minimum d'envie, quoi, et d'appétence. Et après, la question de la prise en compte de l'existant, elle est hyper importante. Et nous, c'est pour ça qu'on a mis en place ce programme Transfo. C'est dans l'idée qu'on ne peut pas décréter la création d'un labo du jour au lendemain. Il ne suffit pas d'inscrire un labo dans un organigramme pour que ça marche, ni même d'ailleurs de créer des postes, voilà, mais qu'il y a un travail à faire aussi assez subtil de repérage des ressources existantes, de repérage des initiatives existantes, d'articulation avec des services ou des personnes au sein de l'administration qui mènent déjà des démarches d'innovation, et qu'il y a quand même un gros risque à ce que ces personnes elles voient d'un très mauvais œil l'arrivée d'une équipe qu'on présenterait comme les nouveaux cadors de l'innovation, alors qu'elles mènent ça sans en avoir forcément la reconnaissance depuis des années parfois. Donc il y a vraiment ce travail de couture à faire, hein. Et nous, on a essayé de le faire dans la transfo avec un manque de temps, hein, il faut bien le reconnaître, hein, mais notamment c'est beaucoup posé la question de comment on articule le futur labo, par exemple, avec la participation citoyenne. Qui va voir les usagers quand, enfin, et comment, donc avec la participation citoyenne, mais aussi par exemple avec quand il y en a une direction des données, par exemple, enfin voilà, et quelle synergie on crée, quelles alliances on crée pour donner du sens et pour amplifier la dynamique, plutôt que d'étouffer des trucs existants qui fonctionnaient, et simplement parce qu'on veut cocher la case labo sur le plan d'administration, quoi. Ouais, moi j'allais dire que ce qu'on voit souvent, en tout cas les labs avec qui on a des contacts à la DITP, c'est que souvent, et entre guillemets le plus naturel, c'est qu'ils soient rattachés au pôle modernisation qui existe déjà dans les ministères, et au niveau de l'État déconcentré, c'est souvent les SGAR qui ont une partie modernisation aussi. Donc c'est assez, et ça permet d'avoir ce côté transverse dont parlait Nadège, même s'il y a aussi des laboratoires thématiques, et ça peut aussi être intéressant. Tout dépend finalement de l'ambition qu'on va avoir pour le lab. Après, il y a aussi des laboratoires qui vont être assez rattachés à tout ce qui est RH, notamment PFRH. Là, ça leur donnera une coloration très RH et peut-être un peu moins politique publique. Donc, en fonction des objectifs. Khaled, tu avais aussi une question à poser. Oui, d'ailleurs, Nadège a commencé à y répondre. C'était assez intéressant. C'était pour rebondir un peu sur ce que Florian avait posé sur effectivement le côté commande et le côté lab. Parce que pour moi, après, c'est voilà, dans l'imaginaire, c'est qu'un lab, c'est un laboratoire, c'est fait pour phosphorer, c'est fait pour fourmiller, pour voilà, créer des choses expérimentées.
peut-être même sa finalité, elle n'est que celle-ci. Il n'est pas fait pour autre chose. Et donc, dans quelle mesure, voilà, c'est paradoxal aussi le fait qu'il y ait quelque chose qui soit descendant par rapport à quelque chose qui remonte en fait d'expérience. C'est une très bonne question, Khaled. Effectivement, nous, on pense que dans l'idéal, dans un monde idéal, le labo devrait aussi être capable de s'auto-saisir et pas seulement de répondre à des commandes. Dans la réalité, il y a assez peu de labos, en tous les cas que je connaisse, qui ont réellement cette capacité-là. Ou alors, ils sont costauds, ils ont construit dans le temps la confiance de leur direction générale pour qu'on leur laisse cette liberté. Après, une commande, le propre d'un labo, c'est même quand il y a une commande, c'est de la casser et de la reconstruire, de re-questionner la commande, comme on dit. C'est vraiment de toute façon le début de toute démarche d'innovation. Donc, c'est pas grave qu'il y ait une commande. Enfin, c'est pas grave. C'est même plutôt bien qu'il y ait une commande parce que, enfin, qui dit commande derrière dit projet et moyen de mettre en œuvre ce qui va sortir. Parce que le risque aussi d'un labo qui serait effectivement très expérimental et très qui phosphorerait, comme tu dis, c'est que derrière, ça ne débouche pas sur des projets de transformation et qu'au bout d'un moment, on lui retire ou alors il soit complètement isolé et il tourne finalement en roue libre tout seul, quoi. On est quand même dans des administrations, on est quand même sur de l'argent public qui manque en ce moment. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver entre effectivement la dimension vraiment de R&D et derrière la transformation des politiques publiques, des services publics, des pratiques des administrations. Oui, complètement. Mais du coup, je trouve que, pour faire un peu de pub pour la Fabrique RH, je trouve que l'équilibre, voilà, avec le programme Fab Challenge que vous avez de travailler votre saison et votre programmation autour de grandes politiques publiques et puis de laisser à l'intérieur, entre guillemets, les agents proposer des choses, je trouve que c'est un compromis assez intéressant. Ouais, c'est l'équilibre qu'on a essayé de trouver en disant on lance de grands défis parce qu'on sait que ce sont des défis d'importance qui vont être soutenus politiquement. Et Voilà. ensuite, on laisse carte blanche complètement à l'intérieur de ces défis pour faire naître des projets et que les agents publics se saisissent de ces thématiques pour pousser les projets qu'ils souhaitent et puissent les mener de l'idée à l'expérimentation vraiment de A à Z. Ouais, je pense que mais ce qui implique aussi, du coup, comme le disait Nadège, qu'on ne peut pas bénéficier de moyens d'une direction qui veut pousser un projet. Donc, en fait, c'est aussi un autre mode de fonctionnement où on va plutôt aller chercher des appels à projets que de pouvoir bénéficier d'argent un peu fléché qui va permettre de déployer le projet. Donc, c'est vrai que c'est un équilibre assez subtil et qui va beaucoup influencer le mode de fonctionnement des labs en fonction. Il y avait une question de Mathilde sur la culture lab. Comment est-ce qu'on peut diffuser au mieux la culture lab en dehors des labs pour que finalement, par capillarité, ça puisse influer sur toute une organisation? Je pense que ce qui est intéressant dans ce que les labs peuvent proposer en termes de diffusion de savoir-faire, c'est souvent d'être dans la formation-action. Je pense que la plupart des labs revendiquent ça, voilà, et qu'on apprend en faisant. Donc, je pense que ce qui est, en tout cas pour moi, les labs qui diffusent bien, c'est ceux qui justement arrivent à mobiliser des agents, mais autour de projets, c'est-à-dire qui sont l'occasion d'apprendre. Je pense que c'est la meilleure façon de diffuser cette culture. Oui, moi je suis complètement d'accord. Oui. C'est en faisant qu'on se rend compte de l'efficacité et de la pertinence de ces modes d'action. Et après, je pense qu'il y a aussi un enjeu à documenter pour les labos ce qu'ils font, à ouvrir au maximum. Nous, dans les transfos, quand on embarque nos agents dans des projets un peu banc d'essai
pour les sensibiliser à ces méthodes, à ces outils. Après, souvent, on organise un temps, on appelle ça un accrochage, qui est une expo très bricolée, mais on assume, mais elles sont quand même drôlement bien, nos expos. Mais donc, un accrochage qui, parfois, on le fait à la cantine, enfin voilà, ou dans le hall dans le hall d'accueil de la mairie, en tous les cas, là où il y a du passage d'agents. Et on organise un temps un peu festif aussi, où du coup, nos agents ambassadeurs, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui montent le labo avec nous, présentent ce qu'ils ont fait. Et vraiment, l'idée, c'est que c'est de pas expérimenter en boîte noire, quoi, et d'être vraiment dans l'ouverture, y compris la transparence, y compris sur ce qui marche moins bien, même si l'idée, c'est quand même de donner envie aux gens. Et voilà, et donc on compte beaucoup là-dessus. Et aussi sur des formes de deuxième cercle ou de contributeurs ponctuels des labos. Nous, on a essayé de mettre ça en place, et ça a été mis en place dans plusieurs collectivités. Ils le font à Mulhouse, ils le font à Dunkerque. Et du coup, chaque année, on renouvelle ces contributeurs ponctuels qui ont du temps pour le labo, qui ont une lettre de mission de la direction générale pour donner plusieurs journées dans l'année pour le labo. Et ils se renouvellent tous les ans ou tous les 2 ans. Et c'est comme ça, effectivement, vraiment par capillarité, qu'on arrive à embarquer de plus en plus de personnes. Un tout petit témoignage pour la Fabrique RH, parce que c'est aussi des choses qu'on constate. Nous, depuis qu'on existe, du coup, c'est une centaine d'agents publics qui ont participé à l'aventure un peu intrapreneuriale qu'on leur propose. Et en fait, ce qu'on trouve vraiment intéressant, c'est que ce sont des agents qui restent dans leur administration, sur leur mission, mais qui dédient 1 à 2 jours par mois à la Fabrique RH. Et en fait, c'est aussi comme ça que ça fonctionne par capillarité, parce que les agents qui vont vivre cette expérience, ils vont découvrir de nouvelles méthodes, ils vont découvrir la gestion de projet, peut-être même du management transversal d'équipe. Et en fait, ils en parlent autour d'eux, ils en parlent autour de collègues, ils en parlent à leur chef. Et donc, petit à petit, on arrive à accrocher des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Lab et qui, comme le disait Camille, vont participer à l'une des formations qu'on organise ou à un événement. Et voilà, par capillarité, petit à petit, ce sont des choses qui se diffusent. Donc, c'est un moyen aussi intéressant de miser sur les ambassadeurs, en fait, pour prêcher la bonne parole. On avait encore une question de Florian qui touche à un aspect important qu'on a un petit peu abordé, qui sont les aspects budgétaires. Est-ce que Florian, vous voulez peut-être la relayer à l'oral? Désolé, ça vient de sonner à ma porte, il faut que j'aille ouvrir. Bon, je vous la relaye, qui était est-ce que les coupes budgétaires actuelles et à venir ne vont pas brider l'innovation publique? Est-ce que Nadège, Camille, vous décelez déjà des premiers signes de cette tendance-là? Tu veux répondre, Camille? Moi, sur la DITP, comme je disais, on a plutôt la conviction qu'il faut renforcer les laboratoires et donc on a des programmes de financement basés sur le plan de relance et qui a un volet sur la transformation de l'État où on veut au contraire irriguer et soutenir ces démarches d'innovation parce qu'on pense qu'elles sont des manières de transformer l'administration efficaces et généralement moins coûteuses que d'autres grands plans de transformation. Donc, à niveau des ITP, je dirais c'est plutôt la tendance un peu inverse. Après, au sein des organisations, j'imagine qu'il peut y avoir cette tendance-là. Mais... Un des freins que je vois, une des difficultés que je vois, c'est quand des labos veulent recruter des expertises qu'ils n'ont pas en interne, notamment des expertises en design. Et créer des postes aujourd'hui en collectivité territoriale, c'est quand même quasi mission impossible, quoi. Ils ont des telles restrictions budgétaires et notamment sur le fonctionnement que ça devient de plus en plus compliqué. Donc, pour certains, c'est beaucoup plus simple de faire un marché, de faire appel à de la presta. Et au final, c'est dommage parce que au final, ça va leur coûter plus cher de le faire 2 ou 3 fois sur des projets que
que d'internaliser ces expertises-là. Mais moi, c'est quand même principalement là que je vois la difficulté, parce qu'enfin, en fait, les coupes budgétaires actuelles posent problème partout, pas seulement à l'innovation publique, je veux dire. On a encore le temps de prendre une petite question avant de conclure. Est-ce que quelqu'un a encore une question, une remarque qui lui brûle les lèvres, qu'elle va regretter de ne pas avoir posée quand on va conclure? Il y a Karine qui vient d'en poser une dans le chat. Pardon. Karine, est-ce que vous avez un micro? Non, ok. Je vais relayer sa question qui est dans le chat, effectivement. Alors, Karine se demande quelle formation vous pouvez toutes les deux conseiller pour intégrer un lab. Elle-même était intéressée par le métier de facilitateur et notamment le diplôme qui est proposé par Co-Design It. Voilà, c'est plutôt une question RH, comment se réorienter, monter en compétences pour trouver un poste. Est-ce que vous avez des conseils pour des gens qui veulent s'engager dans des labs? Moi, je connais plusieurs personnes qui ont fait effectivement le diplôme qui était un DU avant, je ne sais pas si c'est la même chose, le DIPCO et le DU, de Co-Design It et qui en étaient plutôt contents. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment de formation. J'ai l'impression qu'il faut savoir faire son miel un peu des différentes expériences. Et le CNF, je ne sais pas si la personne est en collectivité ou dans un service de l'État. Le CNFPT a des formations, mais en fait, c'est des formations aux techniques de créativité le plus souvent. Donc, pour le coup, la dimension transformatrice et la vision politique est assez absente de ces formations-là. Pour autant, c'est sans doute pas inutile, hein, mais je sais pas si Natacha, est toujours là et si elle aurait des choses à recommander. Je vois qu'il y a effectivement d'autres recommandations dans le chat. Oui, Agnès, on va trouver des formations à l'intelligence collective, à la facilitation. Oui, il y a quelques formations qui sont proposées par le CNFPT, notamment à l'INSET de Strasbourg, me semble-t-il. Voilà, et c'est vrai que nous, on monte aussi nos propres formations en interne. Donc, on a fait là, à l'occasion du mois de l'innovation publique, des modules de sensibilisation à l'innovation publique pour nos encadrants, dont le 3e aura lieu en janvier. Voilà, et on monte aussi en 2021 un cycle de formation à l'innovation publique pour les agents. Et effectivement, il y a une personne qui précise qu'il y a des MOOC. Voilà, il y a des MOOC existants. Un MOOC qui avait fait la DITP, je crois, à l'époque, sur les labos d'innovation publique. Et puis, il y a aussi un MOOC côté CNFPT, me semble-t-il, sur ces questions-là. Le MOOC DITP, je peux vous mettre le lien, mais il est accessible. Enfin, tous les contenus sont accessibles. Il n'y a pas de durée, pas de date d'échéance. Un autre MOOC qui apparemment va se clôturer le 18 décembre. Donc, tic-tac pour celles et ceux qui veulent s'inscrire. Agnès qui nous partage aussi une formation en facilitation qui s'appelle Formapart ou un diplôme d'intelligence collective qui est proposé par l'université de Cergy. Est-ce que, juste une toute petite dernière question pour conclure, est-ce que parmi celles et ceux qui animent ces labs ou qui s'engagent dans ces labs, est-ce qu'il y a un socle de compétences dont il faut absolument disposer? On a parlé là un petit peu de facilitation. Est-ce qu'il y en a d'autres ou finalement les profils peuvent être assez variés? Moi, je pense que les profils peuvent être variés. Il y a un impératif, c'est des capacités en conduite de projet. Hein. Je pense que sinon, c'est quand même... On n'est pas dans de la gestion, on est dans du mode projet à travers les labos. Donc, et après, plus il y a de sensibilités différentes et d'expertises différentes, mieux c'est. Je pense que c'est plus des savoir-être en fait que des compétences qui sont nécessaires. Oui, moi
je dirais pareil, et qu'effectivement, c'est ça, il faut différentes compétences et une notion évidemment de gestion de projet, mais aussi bien des facilitateurs, des designers, pourquoi pas des sociologues, mais aussi des gens qui connaissent bien les sciences politiques aussi, parce que pour réussir à faire porter ces sujets, etc., je pense qu'il faut aussi des gens qui ont une bonne connaissance et culture administrative. En fait, plutôt... Des journalistes, des artistes. Voilà, ouais. Bon, tout le monde a sa place, quoi, dans un lab, finalement. C'est ça le message. Entendu. Bah, écoutez, merci beaucoup Nadège et Camille d'avoir accepté cet exercice d'aparté, d'avoir échangé avec les participants et les participantes aujourd'hui. Merci à vous tous et toutes d'avoir répondu présent ce matin. On vous retrouvera avec plaisir la semaine prochaine si la thématique continue à vous intéresser, puisque la semaine prochaine, on va aborder le thème de la facilitation graphique. On va vous proposer même de pratiquer un petit peu juste avant les vacances et les fêtes de fin d'année. Et sinon, n'hésitez pas à faire un tour sur le YouTube de la Fabrique RH pour aller consulter tous les autres apartés. Et il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Un très bon week-end un petit peu en avance et on espère vous retrouver très vite pour poursuivre les échanges sur ce thème comme sur d'autres. À bientôt. Merci Marine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous d'être venus.